l'Interpro du 92. Kevin, qui est militant à Rennes, qui va nous parler du mouvement sur Rennes. Donc il y a un camarade cheminot, ils sont en train de discuter, c'est Yann qui va arriver, et il y a un camarade qui va arriver du Havre, où la mobilisation avait été également forte, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le train de nuit qu'il avait pris a du retard. Voilà, donc sans attendre, peut-être on va commencer par Kevin. Donc ouais, salut, donc Kevin du comité de Rennes. Moi je suis prof remplaçant, mais du coup j'étais au chômage pendant tout le mouvement, donc j'ai eu le temps de traîner un petit peu partout pendant le mouvement et d'intervenir un petit peu partout. Donc c'est une intervention peut-être un peu décousue, voilà, elle a été préparée rapidement. Cathy tout à l'heure me disait tu vas parler de la jeunesse, je vais en parler mais pas que, moi je suis plus étudiant, donc même si je participais aux assemblées générales à la fac, voilà, j'ai pas suivi intégralement. Bon, il y a la question de Rennes, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, les camarades du CPN, enfin des camarades du CPN nous avaient demandé de faire une note au CE, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, c'était au bout de 3 mois de mouvement, peut-être voilà, pas, fin du mois de mai, parce que voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur Rennes dans les médias, ça circulait beaucoup, sur une ville saccagée, etc., par des casseurs, etc. Mais donc voilà, on avait fait un petit point, donc je vais revenir à partir de cette note au CE et essayer de discuter d'autres choses aussi. Donc l'idée c'est, je vais commencer par, comme un peu partout dans toutes les villes, évidemment le mouvement à Rennes a commencé à la fac, à Rennes 2, qui est connue pour être une des facs qui depuis pas mal de temps se mobilise assez facilement, assez rapidement, parce qu'il y a des organisations syndicales et politiques qui sont implantées là-bas depuis un moment. Ça n'a pas été un grand mouvement, hein. Rennes 2, il ne faut pas se cacher, faut pas se voiler la face, il ne faut pas mentir. Quand les assemblées générales de 2006, 2007 ou 2009 à Rennes 2 rameutaient 1500 jusqu'à 5000 personnes, là on est monté à 600, 600 personnes, ça n'a pas été un grand mouvement étudiant, mais quand même il y a eu du monde, avec le Toulouse Mirail, avec Paris 8, avec Paris 1, mais ça n'a pas été un grand mouvement étudiant. Le mouvement lycéen, on a vu des lycéens pas mal débarquer dans les manifestations, évidemment. Moins qu'à Nantes, moins qu'à Paris, peut-être. À Paris, je n'étais pas, mais à Nantes, je connais un petit peu la ville. Et à Nantes, il y a vraiment eu, je ne sais pas si dans Sandra est pas là, mais à Nantes, il y a vraiment eu, et notamment les lycéens des quartiers populaires, des lycées professionnels. À Rennes, il y a eu un petit peu ça. À Nantes, beaucoup moins. À Nantes, il y a eu ça. À Rennes, beaucoup moins. Mais il y a quand même eu avec les violences policières qui sont arrivées, une forme d'accoutumance aussi des lycéens et des étudiants à s'organiser, s'auto-organiser contre les violences policières. Par rapport aux violences policières, en fait, ce qui, à mon avis, il faut dire pour Rennes, c'est les violences policières qui arrivent après, nous à Rennes, à partir du 17 ou 24 mars, les flics prennent prétexte d'un petit pillage d'un magasin Lacoste pour défoncer la première manifestation étudiante et lycéenne du 17 ou 24 mars, je crois, 24 mars. Après, s'ensuit jusqu'à la fin du mois de juin des violences policières assez inédites à Rennes, même si on avait l'habitude, parce qu'à Rennes, depuis quand même 1 an, 2 ans, il y a des manifestations en soutien à la ZAD, des manifestations contre l'état d'urgence, qui ont été réprimées assez durement, avec du ferme pour certains militants et militantes. Donc c'est pas quelque chose qui apparaît comme tout à fait nouveau et délirant pour nous dans le dispositif policier, même si on passe un cap assez hallucinant sur ce mouvement-là. Mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. Et ce qui est nouveau par contre, ça a été, et c'est ce qui a cristallisé les choses à Rennes, c'est que la mairie, avec le soutien du préfet, a décidé de complètement boucler le centre-ville et on n'avait plus le droit de manifester dans le centre-ville. Donc c'est quelque chose qui est devenu, il y avait une revendication politique. Les fins de manifestation, c'était pas de la violence pour de la violence contre les flics, mais il y avait une revendication politique de dire la maire et le préfet nous interdit de rentrer dans le centre-ville, donc on y va. Et donc il y a une vraie revendication politique. Je fais le parallèle avec Nantes parce qu'on en a pas mal parlé avec les camarades de Nantes et il y a peut-être des liens à tisser entre la situation à Rennes et la situation à Nantes.
Mais autant à Nantes, il y avait des manifestations se terminaient par des violences policières assez hallucinantes. À Nantes, on a fini, il y a des manifestations qui ont fini avec 47 arrestations. Pour une ville comme Nantes, c'est quand même assez hallucinant. À Rennes, mais à Nantes, en fait, il y avait la manifestation, les jeunes qui se foutaient sur la gueule avec les flics, et après, les gens rentraient chez eux. À Rennes, il y a toujours une dimension assez politique. C'est-à-dire qu'il y a des violences évidemment ciblées sur les banques, les assureurs, etc. Je vais revenir après sur tout ce qu'on appelle la mouvance autonome, etc. Mais en gros, il y a la manifestation, l'idée après, il y a des violences parce que l'ensemble, enfin pas l'ensemble de la manifestation, mais à chaque fois un quart de la manifestation quand même, donc les manifestations de 10 000 personnes, il y a 2500 personnes qui à la fin restent et veulent retourner place du Parlement où on a fait les premières manifestations. Et donc il y a une revendication politique d'y aller. Et c'est pas un nombre non négligeable. Nous sommes à donc il y a des violences et après ce qui est assez il y a une forme d'exaspération. 5 minutes? Non, c'est peut-être préparé, d'accord. Une forme d'exaspération des jeunes des quartiers populaires à Nantes, etc. Mais à Rennes, il y a une vraie dimension politique. Sur ces questions des violences, à Rennes, c'est vrai qu'est connu, c'est quand même un endroit où depuis longtemps, le mouvement autonome, avec 50 guillemets, parce qu'évidemment, dedans, nous, on arrive à déceler, enfin, il y a des différences idéologiques entre des gens qui sont maoïstes, des gens qui sont anarcho-syndicalistes, des gens qui sont appellistes, voilà, qui sont de la bande de Julien Coupable, tout ça, ça a été, à la base, ça vient de Rennes. Donc il y a, évidemment, pour eux, c'est une revendication politique d'aller casser la preuve par le fait, d'aller casser des banques, etc. Ce qui est assez intéressant dans ce mouvement-là, et c'est là où on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas dire c'est des autos, on n'y pense pas, voilà. C'est qu'avant ils étaient 30, 40, 50 à faire ça, et que la manifestation passait et ne réagissait pas, s'en foutait, etc. Ce qui était intéressant là, dans ce mouvement-là, c'était, enfin, c'est là où c'est politique et c'est là où il faut qu'on se discute, enfin, qu'on s'y intéresse, c'est que ces mêmes militants qui sont dans leur rôle, en fait, qui font ce qu'ils ont toujours dit depuis 10 ans, le font, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2000 personnes qui s'arrêtent, il y a 2000 personnes qui vont avec eux, il n'y a pas 2000 personnes qui cassent des banques, il n'y a pas 2000 personnes qui s'affrontent avec les flics, mais il y a 2000 personnes qui sont là, qui ne se désolidarisent pas. Il y a même des organisations politiques qui, il y a 6 mois, dénonçaient tous ces types de violences, notamment au moment des manifs pour la ZAD, des manifs d'état d'urgence. Je pense à voilà, des organisations comme le PG, etc., à Rennes, qui ne font pas de communiqué pour se désolidariser, voire même disent on comprend la colère de la jeunesse, et ça, je pense, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est des organisations politiques, je vais revenir sur les organisations syndicales après, des organisations politiques qui, face à la situation politique, changent de rôle, commencent à évoluer politiquement. Alors évidemment, on reste dans leur cadre républicain, il y a un groupe PG à la mairie, il y a un groupe Ensemble à la mairie, qui restent dans leur cadre, mais quand même commencent à dire des choses qu'on n'entendait pas avant. C'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, et c'est comme à chaque fois, c'est-à-dire que la situation politique est déjà intéressante quand les gens ne sont plus dans leur rôle, quand les autonomes sont dans leur rôle, quand les anticapitalistes sont dans leur rôle, quand les organisations syndicales sont dans leur rôle. Bon, on est dans une situation assez classique. Quand les gens commencent à changer et ne sont plus dans leur rôle, c'est là où ça devient intéressant. Et on en parlait hier, on discutait de cette intervention avec les camarades de Rennes et de Nantes. Là où c'était assez intéressant, donc à Rennes très vite, enfin, à partir du 1er mai, on a décidé d'occuper ce qui est la maison de la cité, enfin, la salle de la cité, c'est l'ancienne Bourse du Travail, qui est devenue salle de concert maintenant, qui est dans le centre, qui n'est jamais occupée, enfin, très peu occupée. Et donc du coup, nous on a décidé de l'occuper et d'en faire un lieu où les assemblées générales interpro, je reviendrai vite fait là-dessus, se trouve un lieu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le 1er mai, la salle est occupée. Je ne vais pas faire toute l'histoire de comment ça s'est occupé. Ce qui est intéressant, c'est le 3 mai, c'est-à-dire que le 1er mai, la salle est occupée, le 2 mai, tout se passe bien, le 3 mai, à partir de 9h du mat', il y a un dispositif policier de fous qui arrive devant la salle de la cité, nous on a appelé la maison du peuple, c'est ce qui s'appelait d'ailleurs la maison du peuple, c'est ce qui est marqué sur le frontispice. Mais à 9h, il y a un dispositif de policiers de fous qui arrive, et jusqu'à 16h, il y a une espèce d'attente assez bizarre. Et là où c'est intéressant, c'est-à-dire que donc les flics attendaient l'ordre du préfet d'évacuer,
le préfet a appelé Cazeneuve, qui a appelé Martinez et Mailly pour savoir qu'il y a un problème à Rennes. Martinez et Mailly ont appelé les responsables de l'UD CGT 35 et le responsable de FO 35. Et les militants, enfin les directions de l'UD CGT 35 et de FO 35 ont dit, nous si on se solidarise pas de cette chose-là, de cette Assemblée Générale Interpro, de ce mouvement qui est très... Je vais revenir sur qui compose tout ça, mais si on ne se solidarise pas de tout ça, on va se faire courir dans les manifs, on va se couper d'une grosse part quand même de militants, notamment dans la jeunesse. Et donc non, on soutient... donc, ouais, je reviendrai après. Donc on soutient, et après ça remonte à Martinez et Mailly qui disent à Cazeneuve, nous on soutient, enfin, nos camarades de la CGT 35 soutiennent cette occupation de la maison du peuple, qui, derrière Cazeneuve, dit au préfet, qui dit aux flics de ne pas intervenir, et les flics se cassent. Donc là, c'est là où je trouve que c'était quand même assez intéressant, c'est du coup cette mobilisation de la jeunesse, des intermittents, des précaires, de militants syndicaux. Alors plus, on ne va pas se mentir, il n'y avait pas des franges importantes de militants syndicaux, de la CGT DFO, de Solidaires beaucoup, de Sudrail, de Sud Santé beaucoup, de Sud PTT. Mais voilà, donc c'est là où je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez intéressant. Du coup, c'est que cette mobilisation assez radicale de la jeunesse qui s'est organisée dans cette Assemblée Générale Interpro a réussi à faire pression sur les UD 35 CGT FO qui, là, ils pourront changer dans leur rôle. En fait. Je reviens sur ce que je disais sur cette histoire de rôle. Je pense que c'est ça qui est important. Bon, je reviendrai sur ce qu'était la composition de cette Assemblée Générale Interpro peut-être plus tard. C'était un peu déposé. Donc Vincent est arrivé pour Le Havre. Et Goël, si tu veux venir pour intervenir pour les intermittents après, tu continues sur la SNCF. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente Yann, je suis un cheminot en Midi-Pyrénées. Donc, on a à l'intérieur de ce mouvement qui a été suivi contre la loi travail, on a eu, nous, à la SNCF, aussi une mobilisation qui était en lien avec suite des réformes qu'on avait, les attaques qu'on avait subies en 2014. Et donc, une suite logique là, puisque depuis plusieurs années, sous la pression de l'Union européenne, on a une série d'attaques contre le service public ferroviaire qui vise à l'éclater pour préparer soit sa privatisation, soit sa vente à la découpe activité par activité. Donc là, on est arrivé au deuxième volet cette année qui consistait à revoir notre réglementation du travail afin que les cheminots puissent se positionner, être beaucoup plus productifs dans les années à venir. On avait eu des déclarations de Guillaume Pépi expliquant que là où il fallait 3 salariés de la SNCF, le privé pouvait faire le même travail avec un seul. Donc on est rentré dans cette confrontation avec cette idée-là. C'est-à-dire que, comme le reste du salariat, les cheminots aujourd'hui devaient faire des efforts qu'ils avaient vécu de manière confortable pendant plusieurs décennies et que maintenant, bon, il fallait se remettre au boulot. Donc on a eu une réforme sur la réglementation du travail dans laquelle étaient contenus des reculs assez importants, hein, c'est-à-dire le nombre de repos par an, la durée du travail effectif, le nombre de congés, l'amplitude horaire. Donc on a retrouvé compte tenu dans les propositions de la boîte et du patronat des entreprises ferroviaires, tous les éléments qu'on pouvait retrouver dans la loi travail. C'est-à-dire que, et ça a été concomitant, hein, c'est-à-dire qu'au moment où El Khomri a présenté la loi de travail, le décret SOC au mois de février, donc qui devait servir de base de négociation à la SNCF, donc le décret socle fixé par le gouvernement, a été publié et on retrouvait, je vous disais, à peu près des éléments similaires. Donc à partir de là, les fédérations syndicales ont commencé un travail de mobilisation avec une particularité, c'est que alors que la Confédération CGT a appelé ses troupes à se mobiliser,
pendant plusieurs mois, la fédération CGT a fait le choix du syndicalisme rassemblé, c'est-à-dire qu'à dealer à l'intérieur de la SNCF avec l'UNSA et la CFDT pour construire une mobilisation corporatiste et centrée uniquement sur les cheminots. C'est-à-dire que bien qu'on ait eu des éléments communs dans la réforme du ferroviaire et dans la loi travail, pendant plusieurs mois, tout a été fait pour que les cheminots restent isolés du reste de la mobilisation. Dire que on l'a vécu au mois de mars, puisque la première grève, on part faire une grève de 24 heures le 9 mars, on relance une grève de 24 heures le 31 mars qui est suivie au niveau national de manière très forte. C'est une plus grosse grève en termes de participation, une plus grosse grève de 24 heures en termes de participation dans l'entreprise. Moi, je vois pour ma région, on était à plus de 70% de grévistes, tout collège confondu, quel que soit le métier. Donc quelque chose de très fort dès le 31 mars, tellement fort que du coup, il y a eu une sorte de machine arrière, un rétropédalage, avec l'idée que non, les cheminots ne devaient pas s'intégrer pleinement dans la mobilisation sur la loi travail. Et à partir du 31 mars, on a eu différentes stratégies qui avaient toutes pour but d'isoler les collègues. C'est-à-dire que, alors qu'on a une grève historique le 31 mars, on part en grève reconductible le 31 mai. C'est-à-dire qu'il se passe 2 mois où, d'hésitation en hésitation, de tactiques plus ou moins foireuses, on a amené les collègues, on les a perdus, c'est-à-dire dans cette période-là. Quand on part ensuite le 31 mai en grève, là encore, on a des taux de participation qui sont très importants. Une volonté dans les assemblées générales de discuter et de voir comment, malgré les difficultés, malgré les obstacles qui sont mis sur le chemin, comment les cheminots peuvent rejoindre le reste du mouvement interprofessionnel. Donc on a eu ces débats-là qui ont été tenus en assemblée générale et qui n'ont pas été simples, puisqu'on avait au niveau de la fédération CGT cette volonté de pas décevoir, entre guillemets, j'emploie le mot, mais pas décevoir l'UNSA et la CFDT, c'est-à-dire de garder un lien fort autour de la notion de syndicalisme rassemblé. J'en reparle parce que c'est quand même assez étonnant. C'est une des dernières fédérations où on trouve encore des militants du PC en direction de cette fédération-là. Et on l'a senti, Mathieu pourra le dire, mais plus particulièrement sur les gares parisiennes, avec des secrétaires de syndicats qui expliquaient qu'il ne fallait pas s'engager dans la mobilisation contre la loi travail parce qu'on mettait en difficulté le gouvernement, ainsi de suite. Donc des exemples, alors qu'à la base, les militants CGT, eux, défendaient leur conditions de travail, leur conditions. Et donc on a pu, dans les générations de mobilisation qu'on a montées, retisser ces liens, faire en sorte que tout le monde trouvait sa place dans ce mouvement-là. Mais du coup, on a eu comme difficulté pas arriver à tracer des personnes. C'est-à-dire qu'on est rentré en grève reconductible le 31 mai, on a bataillé pendant une semaine. La boîte, donc par l'intermédiaire de son président, de revenir à des standards un peu plus corrects pour les travailleurs du rail. Mais ce n'était pas un choix ni du patronat des entreprises ferroviaires privées, ni de la direction de la SNCF. C'est le secrétaire d'État au transport qui, à un moment donné, l'euro se rapprochant, a rechopé Guillaume Pépi pour lui dire ben voilà, ton accord d'entreprise, il sera ça, quoi. Un lien discuté et négocié directement avec un représentant de la CFDT, donc de la Fédération des Transports, le numéro 2, qui est par ailleurs au Parti Socialiste, et qui a discuté directement. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé après une semaine de conflit avec un texte qui arrivait sur l'accord d'entreprise, qui reprenait une grande partie de notre réglementation qui est aujourd'hui en vigueur. Donc déjà pour nous c'était une avancée par rapport à ce qu'on nous proposait, mais par contre le diable étant dans les détails, quand on a lu ce nouvel accord d'entreprise, on a retrouvé à nouveau des mesures
nouvelle réglementation qui permet aujourd'hui à chaque directeur d'établissement, donc les directeurs d'établissement sont ceux qui chapeautent un métier de conducteur, métier d'agent de circulation, métier de contrôleur. Donc chaque directeur d'établissement sur l'ensemble du territoire pourra refixer de nouvelles règles en termes d'organisation du travail, pour revenir au niveau du décret socle. C'est-à-dire qu'on a là aussi une inversion de la hiérarchie des normes qui a été contenue au niveau de la SNCF. Ce qui va nous poser à terme un vrai problème, c'est-à-dire qu'on risque de se retrouver dans une situation comme peuvent le connaître les camarades de la Poste, par exemple, avec des attaques qui se feront là, établissement par établissement, ou dans le cadre des renégociations des contrats entre les régions et la SNCF pour l'exploitation des TER, ou bien à partir de 2019-2020 avec l'ouverture à la concurrence des grandes lignes, l'arrivée de nouveaux opérateurs, on va avoir des directeurs d'établissement qui vont venir voir les responsables syndicaux, dire bon, ben maintenant, face à cette concurrence-là, il va falloir qu'on revoie les règles d'organisation. Donc on revient à hauteur de ce qu'est le décret socle. Donc décret socle, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec qui contenait le nombre de repos à moins, les amplitudes horaires plus longues et le temps de travail effectif augmenté. Donc on va avoir toute une série d'attaques, secteur chantier par chantier, et avec une difficulté pour nous de résister d'un point de vue syndical, puisque ça dépendra là vraiment du rapport de force sur chaque établissement. Donc la CFDT, l'UNSA ont signé ça, le présentant comme une grande avancée, en cohérence avec ce que leur fédération et leur confédération pouvaient défendre dans le cadre de la mobilisation sur la loi travail. Au niveau de Sudrail, il a été dit que ce texte-là ne serait pas signé, qu'on s'y opposerait, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de renégocier après. La CGT, c'est là aussi une première, sous la pression du mouvement et de ses équipes, la fédération a été contrainte d'organiser une consultation à l'intérieur de la fédération CGT Cheminots, où les adhérents et les a été menée à bien de manière plus que correcte. Il y avait une volonté des dirigeants CGT de signer. C'était ce qu'ils ont expliqué à leurs équipes. Mais malgré ça, à 42% contre 58%, je crois que c'était les chiffres, les adhérents et les militants de la CGT ont refusé de signer l'accord d'entreprise. Et par contre, derrière, il y a eu une entourloupe puisque la fédération a fait le choix de ne pas aller avec Sudrail, FO et la CFE, CGC, je crois, pour s'opposer au texte sur l'accord de branche. Bon, donc maintenant on est dans une situation qui est un peu bâtarde, puisque normalement la réglementation telle qu'elle a été établie là, après ce processus-là rentrera en vigueur au mois de décembre, au prochain changement de service. Donc à partir de là, on va voir comment les collègues vont réagir quand ils vont le subir dans leur quotidien. Donc il y a la possibilité, on va retravailler une fois de plus à remobiliser les collègues pour repartir en grève. Et après, il y aura un gros travail à faire sur, et ça c'est le NPA a toute sa place là-dedans, c'est qu'est-ce que doit devenir la SNCF. C'est-à-dire que ce service public ferroviaire, aujourd'hui attaqué comme je le disais tout à l'heure, par les paquets ferroviaires au niveau de l'Union européenne, attaqué en France parce que les cheminots sont un symbole et que les faire plier, leur faire baisser la tête est un objectif politique pour chaque gouvernement. Donc on est dans une période qui va être compliquée, avec de nouveau des possibilités, parce que après 2014 on avait subi un coup assez dur. Là maintenant on ne va pas dire que c'est une victoire, mais on a réussi à limiter les dégâts. Les équipes syndicales malgré tout s'étoffent sur le terrain, des liens de plus en plus forts se créent au niveau des gares. Donc on garde un potentiel de mobilisation assez important. Merci. Donc je passe la parole à Mimosa, donc salariée dans le commerce. Voilà. La question
assez spécial. Nuit debout, ça a été de la place, qui a été une forme, même si c'est en partie contradictoire, une des formes du mouvement très radical, et surtout, pour des bonnes et des mauvaises raisons, une de ces formes les plus de ce qui avait été lancé par le biais de convergence des luttes, qui était une plateforme notamment avec Ruffin, mais aussi la compagnie Jolimôme, etc., tout ce type de personnes. Donc il y avait trois idées qui ont, d'une certaine manière, façonné le mouvement. En tout cas, c'est les questions qui se sont posées au mouvement. C'était la question, évidemment, de ce « on ne rentre pas chez nous », en fait, qui était la question de... il y a déjà 2 journées de mobilisation qui ont été très espacées, le 9 mars et le 31 mars. Et bien, en fait, le 31 au soir, on continue. Donc, évidemment, c'est la question qui se pose, c'est la question de la grève reconductible. Et donc, de fait, une des questions qui se posait pour Nuit debout était la question de la grève générale. L'autre question, c'était on se regroupe sur une place, on discute, et donc forcément c'est aussi l'idée de faire rencontrer les différents secteurs qui se mobilisent et pour lequel il y a eu une perte d'habitude ces dernières années, en tout cas c'était l'idée derrière nous, d'habitude de faire, donc c'était regrouper les secteurs en lutte, c'était l'idée de convergence de lutte. Et la troisième idée, la troisième question importante de Nuit debout, c'était évidemment, qui n'est pas une nouvelle question dans les mouvements d'occupation de place, qui est la question de on décide par nous-mêmes, l'idée de nouvelle démocratie, mais qui en fait pour nous fait écho à la question de l'auto-organisation voilà, des travailleurs et des travailleuses en lutte. Bon, voilà, cette question sur qui décide, qui a le pouvoir, c'est évidemment une des questions qui revient souvent, comme je le disais, sur les mouvements des occupations de place, même si, en vérité, Nuit debout, qui a pu avoir, même si ils s'en séparent aussi sur plusieurs points. Donc ça commence place de la République, ça s'étend rapidement. Moi, pour des raisons pratiques, je discuterai essentiellement de la question de la place de la République. Et ça s'étend, on va dire, avec différents niveaux de mobilisation. Il y a des tentatives de l'étendre en banlieue, mais évidemment aussi dans d'autres villes, petites ou grandes d'ailleurs, avec plus ou moins de succès en fonction des endroits. Évidemment, ces occupations de place, on est loin des caractères massifs que nous voyons, notamment en Grèce ou dans l'État espagnol. Évidemment, il y a une différence, on va dire, assez objective, c'est-à-dire qu'on est loin, encore en France, d'un chômage de masse où ce serait simple, on va dire, d'occuper une place H24 pendant 2 mois, justement, s'il n'y a pas de fait de grève reconductible, et si les différents participants à cette occupation ne sont pas en grève. Évidemment, c'est une des premières difficultés, mais évidemment, ce mouvement n'est pas non plus à sous-estimer, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, il y a eu plusieurs milliers de personnes, je ne ferai pas une bataille de chiffres, en tout cas au moins sur la place de la République, ce qui n'est pas hyper massif, mais ce qui n'est pas non plus à négliger, c'est-à-dire tout le monde ne venait pas tous les jours, pour les raisons que j'ai expliquées, pas à tous les moments, etc. Et donc ça a fait quand même du monde qui est passé sur cette place.
La différence, à mon avis, en tout cas le lien plus facile et le plus évident pour Nuit debout que sur d'autres mouvements d'occupation de place, c'est-à-dire que dès le départ, Nuit debout, ça a été lié au mouvement sur la loi travail, donc on va dire le rapport à la classe, le rapport même à la gauche est plus évident parce que Nuit debout se veut, en tout cas pour la majorité des participants, lié en tout cas où il y a un lien avec le mouvement ouvrier. C'est pas juste un truc nouveau, c'est-à-dire que c'est dans ce sillon-là qu'on se situe. Bon, Nuit debout, c'est aussi un phénomène, en vérité, qui est évidemment lié à la situation politique, et notamment dans sa composition sociale. Donc j'évoquais évidemment le fait qu'on n'est pas en France dans un pays où il y a un chômage de masse tel qu'il peut exister en État espagnol, mais malgré tout, dans Nuit debout, pas intégralement, mais au moins sur la place de la République, majoritairement, c'est composé de chômeurs, précaires ou salariés des endroits, on va dire, où le mouvement ouvrier traditionnel a du mal à faire, à organiser la classe, c'est-à-dire dans les petites entreprises, dans les secteurs où il y a peu d'organisation collective, type grande distribution, McDo, etc. Vous voyez ce genre de boîte. Et donc en vérité, Nuit debout essaye de répondre à une déstructuration d'une partie qu'on appelle, et qui est réelle, une de la classe. Rapidement, Nuit debout, je vais vite en passant parce que sinon j'aurais pas le temps de tout aborder. Rapidement, Nuit debout, le slogan ça a été contre la loi travail et son monde. Je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a deux choses qui portent là-dedans. C'est à la fois la question de, ça va plus loin que la loi travail et en cela c'est quelque part exemplaire, admirable, tout ce qu'on veut, on se retrouve là-dedans, c'est-à-dire nous on ne veut pas juste abattre la loi travail, on veut évidemment abattre le monde qui l'a fait émerger, mais à la fois il y avait un côté de contourner la question, de faire tomber la loi travail, comme s'il pouvait y avoir un raccourci, c'est-à-dire de changer de monde avant de gagner sur cette question-là. Et c'est un débat qui a fait rage entre les différents participants de Nuit debout, moins République, et qui a été en vérité peu ou pas réglé. Et par ailleurs, si on revient sur ce sondage, études sociologiques dont je vous parlais il y a 30 secondes, on voit, après il est sans doute à minimiser, qu'il n'y a seulement que 30% des participants à Nuit debout qui auraient participé à des manifestations contre la loi travail. Donc on voit qu'il y a une déconnexion entre l'idée de se mobiliser contre la loi travail et son monde et le fait de le faire. Juste rapidement, sur les trois questions que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire la convergence des luttes, la nouvelle démocratie et la grève générale, en fait on n'a pas réussi à atteindre ouais, j'essaie de clôturer, à atteindre les objectifs, c'est-à-dire qu'il y a eu des éléments de convergence des luttes. Bon, du coup, il se passe des choses dans plusieurs salles à côté, donc on va aller voir rapidement ce qui se passe dans la salle 1, par exemple.
Et pas peu de choses. Voilà. C'est comme ça, c'est en nommant les choses que finalement on fait exister le monde qui est autour de nous. Tant que c'est pas nommé, ça n'existe pas. Alors ça peut paraître totalement pas matérialiste de dire ça. Tant que c'est pas nommé, ça n'existe pas. Et c'est de tant qu'on ne peut pas nommer quelque chose, on ne peut pas se positionner par rapport à lui. Qui sera gratuit. Mais ça a un coût. Et 7 milliards en tout, les appareils annexes. Il est évident que ces sommes-là vont être réparties entre tous les usagers. Ça va figurer sous le nom de tarifs d'acheminement sur nos factures. Donc, ça a un coût. L'ADEME l'a chiffré autour de 200 €. BRDF le chiffre autour de 128 € par compteur. Donc, le compteur Linky n'a rien gratuit. BRDF nous dit aussi que c'est absolument nécessaire pour développer les énergies renouvelables. Encore une fois, ça c'est dans leur propagande. Hein. C'est écrit tel que. C'est entièrement faux, puisqu'en Allemagne, ils ont renoncé au compteur intelligent. C'est là, existe depuis quelques années. Communicants, et ils sont bien plus en avance que nous en ce qui concerne les renouvelables. Les consommateurs vont faire des économies. C'est faux, puisque la consommation ne sera pas affichée directement en kilowattheure et en euros, ce qui nous permettrait éventuellement à la limite de voir. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est en quoi l'installation d'un boîtier chez nous va nous aider à faire des économies. En quoi cette boîte peut aider les gens qui croulent sous les factures, qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dépenser de l'argent pour des équipements comme des vannes thermostatiques, des thermostats d'ambiance, enfin des tas d'appareils comme ça, qui vraiment pourraient aider les gens à faire leurs économies, et pas ce boîtier. Autre reproche qui est fait à Linky, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, a été une des premières associations à le pointer, mais elle n'est pas la seule, c'est la surveillance généralisée de la population. Effectivement, il paraît injustifiable que des sociétés privées, des fournisseurs de courant, puissent connaître nos consommations tout au long de la journée, savoir si le logement est occupé, savoir à quel moment on consomme le plus. Quand on imagine en ce moment, ça prend une autre perspective, quand on voit en ce moment avec l'état d'urgence, quand on voit ce qui s'est passé au moment de la COP21, la surveillance de certains militants du mouvement syndical, du mouvement associatif, les assignations à résidence, etc., on imagine un durcissement de ces lois d'exception, on imagine ce que ces données qui sont collectées vraiment sur nos façons de vivre, on imagine ce que ça pourrait donner. Linky consomme en permanence 10 watts, ce que ne fait pas notre compteur actuel. Autre point très critique, ce qui concerne la santé. Linky transmet les informations 1 à 2 fois par jour à BRDF par le courant électrique. La technologie employée, c'est le courant porteur en ligne. Alors ce courant porteur en ligne, qu'est-ce que c'est? Ce sont des radiofréquences qui sont injectées dans les circuits, d'ailleurs au passage, des hertz beaucoup plus importants que les compteurs actuels. Et est-ce que les câbles vont être en mesure de supporter cette surcharge? On verra. Parce qu'il y a eu des incendies, des appareils qui sont déréglés, etc. Est-ce que c'est à mettre en relation? Donc, les radiofréquences vont se retrouver dans l'air ambiant. Or, l'OMS, par l'intermédiaire du CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche contre le cancer, a révélé que ces radiofréquences pouvaient être cancérigènes, je ne sais jamais sur lequel des mots je veux dire. Donc il y a un fort doute là-dessus. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent d'établir un moratoire sur l'installation de ces Linky et de voir exactement ce qu'il en est? En tout cas, il peut y avoir un problème sanitaire. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont radiosensibles, des nausées, des maux de tête, des insomnies, etc. Au départ, il y avait quelques personnes, on connaissait un petit peu par-dessus la jambe, on dit d'accord. Mais comme il y en a de plus en plus, on est bien obligé de considérer que ça devient un vrai problème sanitaire. Est-ce qu'il va falloir attendre, comme pour l'amiante, comme pour le plomb dans l'essence, comme pour les particules de diesel,
diesel, qui est une vraie catastrophe sanitaire, avec des décès en nombre considérable, pour qu'on dise, ah bah oui, effectivement, les radiofréquences, on pourrait peut-être faire attention. Autre point critiquable, ERDF, avec la pose des Linky, donc vous avez bien compris, il n'y aura plus besoin d'envoyer des gens qui ont des compteurs. Donc ça sera piloté de leur bureau, puisque les compteurs sont appelés compteurs communicants et qui communiqueront en direct nos consommations. En plus, Linky démarre sur un gaspillage écologique, puisque les 35 millions de compteurs actuels vont être remplacés. Les compteurs, ils sont en état de marche aujourd'hui. On décide de les changer, d'accord. Sauf que la filière de recyclage de nos vieux compteurs n'est pas prévue, sauf pour ceux qui étaient en fin de course. Sinon, voilà, que vont devenir les compteurs? Donc, gaspillage dès le démarrage. Évidemment, plus grande facilité pour couper le courant aux gens qui n'ont pas payé leurs factures. Donc au final, les avantages de ce compteur, on les voit bien, c'est pour les fournisseurs d'énergie, c'est pour le distributeur principal ERDF, et c'est loin d'être le cas pour les particuliers. Alors maintenant, comment s'opposer? En tant qu'ERDF, le jour où ils viennent chez nous, les empêcher de poser le compteur, j'ai rien trouvé là-dessus. En revanche, il y a de plus en plus de collectivités qui prennent des arrêtés municipaux. Il faut savoir que les compteurs, nos compteurs électriques, appartiennent toujours à la collectivité. Même si c'est ERDF, qui est le distributeur principal de courant, qui en a la responsabilité, puisque la distribution, c'est une concession de service public. Donc si la distribution est concédée à ERDF, c'est malgré tout les communes qui possèdent les compteurs. Donc à ce titre-là, les conseils municipaux peuvent prendre des arrêtés, et bon, j'ai trouvé 150 à peu près, conseils municipaux qui l'ont déjà fait. Mais ça n'a aucune valeur juridique. Ça n'a aucune valeur juridique, c'est plutôt symbolique pour mener la bataille avec les gens des villages, des villes, etc., où ça se passe, mais ça n'a aucune valeur juridique. Ce que peut faire le maire, peut faire jouer on appelle ça les pouvoirs de police du maire, en cas de menace grave à la sécurité, le maire peut prendre des arrêtés seul, sans réunir son conseil municipal. Donc, des maires peuvent éventuellement, au titre de la protection sanitaire de sa population, les radiofréquences, faire jouer ça et dire « moi, je m'y oppose ». Encore une fois, au niveau juridique, ça pèse pas lourd dans les tribunaux, mais pour annuler la généralité, jusque-là, ont été expérimentés. Ce qui permet de mesurer